22 mai 1946, prison de Pankrak, Prague. Plus de 5000 personnes assistent en silence. Au centre de la cour, un homme monte à l'échafaud. Parmi la foule, 7 femmes survivantes de l'IDIS attendent le moment qu'elles ont espéré pendant des années. Son nom était Karl Hermann Frank. Pour les Tchèques, il symbolisait la terreur. Pour l'histoire, l'un des plus cruels collaborateurs du régime nazi. Maintenant, à 48 ans, il affrontait la justice. Mais jusqu'à la mort, il maintint le fanatisme. Resté jusqu'à la fin pour entendre les paroles sombres qu'il cria avant de mourir. Avant de commencer, nous nous dirigeons vers l'objectif d'1 million d'abonnés. Cela semble lointain, mais avec votre aide, nous pouvons y arriver. Abonnez-vous maintenant, laissez votre like et faites partie de cette histoire. La naissance d'un monstre. Les premières années. L'histoire de Karl Hermann Frank a commencé le 24 janvier 1898 à Carlsbad, élégante station thermale de l'Empire austro-hongrois. Entre des façades baroques et des fontaines médicinales croissait le nationalisme ethnique parmi les Allemands locaux. Son père, Heinrich Frank, professeur austère et nationaliste, alimentait l'idée que les Allemands des Sudètes étaient supérieurs et opprimés par une monarchie décadente. Il a grandi entouré de discours sur la race, l'identité et la destinée, croyant que l'Allemagne était sa patrie de sang et la seule capable de restaurer l'ordre dans le monde. À 9 ans, un accident enfantin l'a marqué à jamais. Frappé à l'œil droit par une pierre, il perdit la vision et dut porter une prothèse de verre, lui conférant un regard glacial, reflétant l'absence d'empathie qui le définirait à l'âge adulte. Quand la Première Guerre mondiale commença, en 1914, Frank voulut s'enrôler, mais fut rejeté à cause du handicap oculaire. L'humiliation renforça sa conviction que le système était contre lui. En 1918, avec la fin de la guerre, l'Empire austro-hongrois s'effondra et la Tchécoslovaquie fut créée. Pour Frank, la nouvelle république multiethnique était une insulte. Les Allemands étaient au second plan. Là émergeait sa radicalisation. En 1919, il s'unit au Parti national-socialiste allemand des travailleurs, parti séparatiste des Sudètes, qui défendait l'annexion à l'Allemagne et prêchait la supériorité raciale aryenne. Consumé par la doctrine en 1925, il fonda une librairie de littérature nationale-socialiste, diffusant des idées, de la peur et de la haine, vendant une identité. Le fanatisme se consolida avec l'ascension de Hitler en 1933. Le nazisme se propagea dans les Sudètes et en 1938, avec l'accord de Munich, la région fut livrée à l'Allemagne, ignorant les Tchécoslovaques. Frank célébra. Il fut promu député du Reichstag, s'enrôlant officiellement dans le parti nazi et peu après dans les SS. Son rêve de pouvoir se concrétisait enfin, mais Hitler en voulait plus. L'invasion de la Tchécoslovaquie? Le 15 mars 1939, ignorant complètement les accords conclus à Munich seulement 6 mois auparavant, l'Allemagne nazie montra son vrai visage. Les troupes de la Wehrmacht franchirent les frontières et occupèrent sans résistance significative ce qui restait de la Tchécoslovaquie. Ce matin gris, les blindés allemands défilèrent dans les rues de Prague, tandis que la population, abasourdie et impuissante, observait l'effondrement de sa jeune république. Hitler arriva personnellement à la capitale tchèque le jour suivant. Un château de Prague, symbole de la souveraineté tchèque, fut établi et de là il proclama la création du protectorat de Bohême et Moravie. C'était la fin de la Tchécoslovaquie en tant qu'État indépendant. Commençait officiellement l'occupation nazie, un nouveau chapitre de domination, de violence et de répression. Karl Hermann Frank, jusqu'alors un ardent défenseur de l'annexion des Sudètes, fut récompensé par encore plus de pouvoir. Élevé au grade de SS Gruppenführer, équivalent à général de division, il assuma également le poste de secrétaire d'État du protectorat, mais son pouvoir ne s'arrêtait pas là. Peu après, Heinrich Himmler, son supérieur et architecte de la machine répressive nazie, lui confia la direction suprême des SS et de la police dans la région. C'était plus qu'un poste. C'était un trône sombre sur une terre dominée par la peur. Avec cette nomination, Frank commença à contrôler directement tous les instruments de la terreur nazie dans le protectorat, la Gestapo, responsable de la répression politique, la Kripo, police criminelle, et le SD, le service de renseignement du parti nazi. Chaque bras de la bête était sous son commandement. Sa première cible fut immédiate, la communauté juive. Plus de 118 000 juifs vivaient sur le territoire nouvellement occupé.
Frank, avec une méticulosité froide et bureaucratique, initia un processus systématique d'exclusion. Les banques furent forcées de geler les comptes. Les entreprises et commerces juifs furent fermés ou transférés de force. Les maisons, les bâtiments, les œuvres d'art, les objets personnels. Tout fut confisqué sous le vernis de la légalité. On estime que la valeur totale du butin volé aux Juifs dépassa les 500 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de plus de 11 milliards aujourd'hui. Et ce ne fut pas l'œuvre d'un système automatisé. Frank ne déléguait pas. Il suivait de près, supervisait personnellement, signait chaque décret de sa plume, analysait les rapports avec une précision clinique, rédigeait les ordres avec la froideur de celui qui voyait des chiffres, non des vies. Son bureau à Prague n'était pas simplement une administration, c'était le centre de commandement d'un système d'extermination déguisé en administration publique. C'était là que la persécution était calculée, planifiée, exécutée avec l'efficacité allemande et la cruauté absolue. Mais aussi sombre que tout cela paraisse, ce n'était que la surface. La véritable plongée dans l'abîme commencerait peu après, avec l'arrivée à Prague d'un homme encore plus impitoyable. Un architecte de la mort, quelqu'un capable de transformer le silence en arme et la peur en politique d'État, le règne de la terreur, l'arrivée de Heydrich. En septembre de l'année 1941, Hitler perdit patience avec la lenteur de la répression en Tchécoslovaquie occupée. Les grèves, les tracts subversifs et les sabotages menaçaient-ils les usines et les chemins de fer essentiels. Pour lui, Constantin von Neurath était trop faible. Il était temps que quelqu'un d'impitoyable prenne le contrôle. Le Führer nomma Reinhard Heydrich protecteur du Reich en exercice le 29 septembre. L'occupation entrait dans une nouvelle phase, gouvernée avec un point de fer. Heydrich, architecte de l'Holocauste et bras droit de Himmler, arriva à Prague avec une mission claire. Écraser la résistance, accélérer la germanisation et garantir la production de guerre à tout prix, déclara-t-il froidement. Nous germaniserons les insectes tchèques. La relation avec Karl Hermann Frank commença tendue, deux prédateurs se méfiant l'un de l'autre, mais ils unirent bientôt leurs forces. Heydrich apportait la stratégie et la méthode, Frank la connaissance locale, l'influence politique et la brutalité pratique. Ensemble, ils lancèrent la terreur systématique. En octobre 1941, commencèrent les premières déportations massives des Juifs du protectorat, avec pour destination initiale le ghetto de Łódź. Le 3 novembre, le premier train transporta 5000 personnes, dont seulement 277 survivraient à la guerre. Frank organisait la logistique comme s'il s'agissait d'une opération commerciale, train, horaire, volume, humain, tout enregistré avec précision. Le même mois, Heydrich autorisa le ghetto de Theresienstadt, présenté comme une colonie modèle, mais une antichambre de la mort. Frank s'assura que les transports commencent immédiatement. Les familles étaient arrachées de leur maison la nuit, les enfants pleuraient, les personnes âgées étaient pressées par des chiens et des fusils, tout cela devant des soldats impassibles. Au cours des 5 premiers mois de l'administration, entre 4000 et 5000 personnes furent arrêtées, 400 à 500 exécutés sommairement. Frank commandait avec froideur « Tuez d'abord, nous enquêterons après ». Mais comme l'histoire le montre, même les plus cruels rencontrent parfois de la résistance. La mort de Heydrich. Tandis que l'occupation nazie resserrait l'étau, 2 parachutistes tchécoslovaques, entraînés par l'armée britannique, avaient déjà été largués dans leur patrie occupée. Leurs noms étaient Joseph Gabčík et Jan Kubiš. Leur mission, exécuter Reinhard Heydrich. Le matin du 27 mai 1942, Heydrich se rendait à son bureau dans sa Mercedes décapotable, sans escorte et trop confiant. En passant par un virage à Prague, Gabčík tenta de tirer avec une mitrailleuse qui s'enraya. Heydrich ordonna au chauffeur de s'arrêter. C'est à cet instant que Kubiš lança une grenade artisanale. L'explosion frappa Heydrich de plein fouet. Des éclats de métal et des morceaux de rembourrage pénétrèrent sa rate, son diaphragme et ses poumons. Heydrich survécut à l'explosion initiale. Le 3 juin, il s'assit pour manger comme si de rien n'était. Quelques heures plus tard, il s'effondra. L'infection s'était propagée. Il mourut le jour suivant, le 4 juin 1942. Le bourreau en chef du nazisme était mort, mais le prix serait payé avec intérêt en sang innocent. Dès qu'il apprit l'attentat, Frank déclara l'état d'urgence. Prague fut placée sous couvre-feu. Aucune âme ne pouvait marcher dans les rues après le coucher du soleil.
Des affiches furent placardées dans toute la ville avec des menaces claires. Quiconque aiderait les auteurs serait exécuté avec sa famille. Une chasse humaine commença. Environ 21 000 soldats et policiers fouillèrent 36 000 résidences. Les arrestations, les interrogatoires et les tortures se déroulaient jour et nuit. Jusqu'au 4 juin, 157 personnes avaient déjà été exécutées, sans procès, sans preuve, sans appel. Mais Frank en voulait plus, la punition. Le 9 juin, tandis que les funérailles de Heydrich se déroulaient à Berlin, Hitler convoqua les principaux dirigeants du régime. Il exigea une punition exemplaire. Un village entier serait effacé de la terre. Un message que toute résistance serait écrasée avec une férocité médiévale. Les ordres de Hitler furent directs. Tous les hommes du village devaient être exécutés, toutes les femmes déportées dans des camps de concentration. Les enfants sélectionnés, ceux aptes à la germanisation, seraient remis à des familles des SS. Les autres, tués, le village réduit en cendres. Frank entendit ces paroles avec une lueur sadique dans les yeux. Après tout, recevoir un chèque en blanc pour montrer au monde de quoi il était capable. Le village choisi fut Lidice, aux alentours de Prague. Pourquoi ? Parce que le nom du village avait été mentionné dans une lettre d'amour, interceptée lors de l'enquête, une connexion fragile, presque ridicule. Mais cela suffisait. Frank voulait faire de Lidice un symbole de sa fureur. Le matin du 10 juin 1942, Frank arriva sur les lieux, monta une colline proche et, les jumelles à la main, observa l'exécution de masse. Tous les hommes et les garçons de plus de 15 ans furent menés à une grange et fusillés par groupes de 5. Les femmes furent forcées d'assister au massacre avant d'être déportées à Ravensbrück. Les enfants furent séparés, les blonds aux yeux clairs envoyés pour une rééducation nazie. Les autres furent asphyxiés au gaz dans le camp d'extermination de Chelmenow. 4 femmes enceintes de Lidice furent forcées de subir des avortements à l'hôpital où Heydrich était mort, une perversion symbolique qui disait tout sur Frank. Au total, 340 personnes furent tuées, 192 hommes, 60 femmes, 88 enfants. Les maisons furent brûlées, les pierres tombales arrachées, le sol retourné. Frank ordonna que le nom Lidice soit effacé de toutes les cartes comme s'il n'avait jamais existé. 2 semaines plus tard, un autre village fut détruit, le Jaki. La Gestapo y avait trouvé une radio utilisée par les parachutistes. Le destin fut le même. Les 33 adultes furent fusillés, les enfants déportés ou arianisés. Plus de 13 000 personnes furent assassinées dans la campagne de vengeance organisée par Frank. Le massacre de Lidice devint le symbole de la barbarie nazie dans le monde entier. Et Frank, il marchait impassible parmi les ruines qu'il avait lui-même autorisé à détruire, se disant pleinement satisfait des résultats. Mais même les bourreaux les plus méticuleux ne peuvent échapper à l'histoire, car tandis qu'ils croyaient avoir effacé la mémoire de Lidice, le monde commençait à écrire son nom parmi les plus grands monstres du XXe siècle. Si vous êtes intéressé à suivre des contenus comme celui-ci, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser votre like. Cela nous aide à continuer à produire des vidéos sur des épisodes historiques si marquants. Et si vous voulez connaître d'autres histoires comme celle de Karl Hermann Frank, il suffit de commenter ici en bas. Je veux plus d'histoires. Votre soutien fait toute la différence. D'accord, maintenant oui, respirez profondément et découvrez le dénouement de l'un des plus grands criminels de guerre de la Tchécoslovaquie, la chute du Reich et la justice, le chaos et la capture. En juin 1943, quand la machine de guerre nazie montrait déjà des signes d'usure, Karl Hermann Frank fut promu SS Obergruppenführer, le 2e plus haut poste au sein des SS, équivalent à lieutenant général. C'était une distinction rare, réservée uniquement aux serviteurs les plus loyaux, efficaces et brutaux du Reich. Mais les titres ne s'arrêtèrent pas là. Frank accumulait le pouvoir comme un empereur des ombres. Il devint également général de la police à Prague, général de la Waffen-SS, et en août de la même année fut nommé ministre d'État pour les territoires de Bohême et Moravie. Il n'était plus simplement l'exécuteur local de la politique nazie, il était de facto le seigneur absolu de la Tchécoslovaquie occupée. Parmi les Tchèques, son nom n'était plus prononcé sans crainte. Il l'appelait Frank, le chien sanglant, un surnom qui pour lui était presque un titre honorifique. Le sadique était fier de sa réputation, aimait être craint, se nourrissait de la peur qu'il répandait.
En 1944, avec l'avancée de l'armée rouge et le renforcement de la résistance locale, Frank assuma personnellement le commandement d'une campagne anti-partisane dans la région de Moravie, visant à anéantir la brigade Janishka, la plus grande unité de guérilla du protectorat. Il mobilisa 13 000 soldats, vida des villages entiers et ordonna des exécutions sommaires avec un seul critère, le soupçon. Le 3 novembre 1944, il publia un ordre macabre. Les corps des exécutés doivent être pendus en public pendant 48 heures. Il transforma la répression en spectacle. Chaque cadavre pendu était un message, chaque place une vitrine de terreur. Mais même avec toute sa force, Frank ne put pas détruire la brigade de Janishka. Elle résista jusqu'au dernier jour de la guerre, une preuve vivante que le courage peut persister, même sous le joug de la peur. Au printemps de 1945, avec l'Allemagne en effondrement et Berlin sous les bombardements, le chien sanglant sentit le goût de sa propre panique. L'homme qui avait tant de fois ordonné des meurtres avec indifférence tremblait maintenant à la possibilité d'être capturé par les soviétiques. Il savait que ce qui l'attendait du côté oriental ne serait pas la pitié. Alors, dans un dernier acte de lâcheté, il abandonna Prague et tenta de se rendre aux forces des États-Unis dans l'espoir de recevoir un traitement plus clément. Mais ses crimes étaient trop grands et son nom trop connu. Le 9 mai 1945, Frank fut capturé par des soldats américains. Peu après, il fut extradé vers la Tchécoslovaquie, le même pays qu'il avait massacré pour être jugé par le peuple qu'il avait juré d'exterminer. Le procès. Le procès se déroula entre mars et mai 1946, conduit par le tribunal populaire de Prague. Ce n'était pas seulement un processus juridique, mais un règlement de compte historique. Aucun avocat tchèque ne voulait défendre Frank, non par peur, mais par répulsion. Qui défendrait le chien sanglant de Prague, responsable des déportations, des expropriations et des morts, avec la froideur d'un employé de banque? En fin de compte, Camille Hessler, juriste connu pour son intégrité, a accepté l'affaire. Non par compassion, mais par principe. Même les plus abominables ont droit à un procès équitable. La presse l'a appelé l'avocat du diable, le rappelant non pas pour avoir défendu Frank, mais pour avoir défendu la justice elle-même. Frank a tenté d'esquiver la responsabilité avec les mêmes arguments que les procès de Nuremberg. Il suivait les ordres, ne représentait qu'une petite partie du régime, a nié avoir signé des exécutions directes, même face à des documents timbrés de sa signature. Il a même affirmé que les massacres pourraient être considérés comme des meurtres, selon les lois humaines, tentant de transformer le génocide en bureaucratie, la mort en statistique. Le 21 mai, le tribunal populaire a condamné Karl Hermann Frank à mort par pendaison pour les crimes de trahison, de génocide et de responsabilité directe dans les massacres de Lidis et de Lejaki, cicatrices ouvertes dans la nation. C'était le procès d'un monstre et le verdict d'un pays qui avait saigné en silence pendant des années. Le procureur Jaroslav Drabek, qui avait perdu des amis et des proches, s'est épanché. Moi, qui ai assisté impuissant tandis qu'Hitler exterminait ma nation, j'avais soudainement le pouvoir de faire payer les coupables et je n'ai pas tremblé. Frank a fait un dernier appel au président Edvard Beneš, implorant la clémence, mais il n'y a eu aucune réponse, exécution et réflexion. À 13h37 du 22 mai 1946, Karl Hermann Frank a été conduit à l'échafaud dans la cour de la prison de Pankrak, à Prague. Il avait 48 ans et portait une traînée de sang de près d'une décennie. Emprisonnement de masse, fusillade sommaire, déportation, village détruit. L'architecte de la terreur en Bohême et Moravie faisait ses derniers pas sous les regards de milliers de personnes. Il a affronté la foule sans remords, vêtu de l'orgueil de ses crimes comme une armure. Au sommet de la plateforme, il a crié ses dernières paroles. « L'Allemagne doit vivre, même si nous mourrons. Vive la nation allemande, vive l'esprit allemand. » Aveuglé par une dévotion fanatique, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Le bourreau a exécuté la pendaison avec précision. La trappe s'est ouverte et Frank s'est effondré, se balançant au centre de la cour comme une marionnette cassée. Il est resté suspendu pendant 45 minutes, comme si la mort elle-même contemplait la terreur enfin vaincue. Il a été enterré anonymement au cimetière de Jablani, à quelques mètres des tombes de Jan Kubiš et de Joseph Gabčík. Des héros de la résistance qui ont tué Reinhard Heydrich, sa famille a également souffert. Carola, sa deuxième épouse, a été envoyée à un goulag au Kazakhstan pendant 10 ans et a ensuite passé 4 ans à essayer de retrouver ses enfants élevés sous des identités d'emprunt.
la trajectoire de Frank révèle la banalité du mal. Non pas un fou, mais un bureaucrate méthodique, efficace et froid, qui a utilisé le pouvoir illimité pour persécuter et détruire. Son histoire montre comment l'autoritarisme s'insinue d'abord par des paroles, puis des décrets, des listes, des exclusions et des silences complices, jusqu'à ce que le monstre ait déjà un nom, un visage et une machine à son service. Même l'empire le plus brutal n'échappe pas à la justice. Cela peut prendre du temps, exiger des sacrifices, sembler improbables, mais vient le jour où les noms des victimes sont prononcés à haute voix et les bourreaux sont mémorisés, non pas pour la gloire, mais pour la honte. La barbarie commence dans le silence et se termine à l'échafaud, quand l'humanité dit enfin devant la mort d'un assassin, jamais plus. Connaissiez-vous déjà l'histoire de Karl Hermann Frank? Croyez-vous que la justice a été rendue ou qu'aucune punition ne serait suffisante pour les crimes commis? Laissez votre avis dans les commentaires. Si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous nous aidez à continuer à raconter des histoires qui ne peuvent pas être oubliées. Et avant de partir, jetez un coup d'œil à la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. C'est un autre chapitre sombre de la Deuxième Guerre mondiale, et cela vaut vraiment la peine de regarder.